Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir les bases de l'Ayurveda. Donc, vous êtes les bienvenus tous, yogis ou pas, yogini ou pas, à écouter cette présentation. Et je vous invite tout d'abord à fermer les yeux, à vous concentrer et à observer votre corps. Concentration après peut-être de multiples activités que vous aurez eues avant d'arriver devant votre écran. Je vous invite à observer votre corps, votre santé physique et votre santé mentale. Observez les liens entre les deux, l'un n'allant pas sans l'autre. Et observez maintenant les éléments, les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther ou l'espace. Sentez ces 5 éléments autour de vous et dans votre corps physique et mental. Et revenez tout simplement. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous allez ouvrir les yeux. Donc on va commencer, je vais vous parler donc des bases de l'Ayurveda. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout l'Ayurveda, donc c'est un système de santé naturel et holistique, donc c'est la médecine traditionnelle indienne. Donc qui en fait a finalement est très proche du yoga, ce qu'on appelle la science sœur du yoga. Donc c'est un système de santé holistique et naturel qui va travailler sur les déséquilibres, mais qui travaille de manière générale sur le corps. On ne va pas se voir un domaine du corps en particulier. Mais bien sûr, il y a des spécialités. Et comme dans la médecine occidentale, dans la médecine allopathique, on a donc des secteurs aussi, des spécialisations comme l'ORL, la gériatrie, l'ophtalmologie, l'obstétrique, la gynécologie, la pédiatrie, la psychothérapie et la chirurgie. Par contre, pour faire toutes ces spécialités, pour connaître l'ensemble de ces spécialités, il existe des écoles, des universités, très peu quoique, en Inde, et donc ça donne des études allant jusqu'à 12 ans, comme dans nos études en médecine occidentale. Donc en fait, en Ayurveda, on va travailler sur des traitements qui ne vont pas être spécifiques à des symptômes particuliers. On va couvrir toute une gamme de symptômes. On va revoir bien sûr tout ça au fur et à mesure. Donc le but de l'Ayurveda, c'est ouvrir la conscience et enseigner que l'homme n'est pas seulement un corps, mais aussi un moyen d'expression de la conscience. Donc on travaille beaucoup sur la relation entre l'esprit et le corps et les éléments qui sont en nous et autour de nous. Alors en quelques mots pour vous parler un peu de l'histoire de l'Ayurveda, donc c'est la science de la vie. C'est un mot sanskrit, Ayurveda, on le découpe en deux, Ayur qui veut dire la vie et les Védas, c'est la connaissance.
En fait, les Védas, c'est aussi des textes sacrés indiens qui parlent de plein de choses différentes, dont l'Ayurveda. Donc c'est bien sûr originaire de l'Inde, comme je vous ai dit. Et ça, on considère que l'Ayurveda a à peu près 5000 ans. Donc ça a passé à travers l'histoire. Et la première école d'Ayurveda a été créée en 800 avant Jésus-Christ. Donc il y a eu quand même dans l'histoire des hauts et des bas dans l'Ayurveda. Malheureusement, à l'époque de la colonisation britannique, l'Ayurveda avait été interdit. Donc beaucoup de choses, beaucoup de sages n'ont pas pu passer leurs connaissances. Et donc finalement ça s'est un peu perdu et après le départ des Britanniques, l'Ayurveda est revenu en force, je dirais, et a été reconnu par l'OMS comme une des médecines traditionnelles qui a toute sa place dans la médecine. Donc les Védas, donc il existe des textes bien sûr de base de l'Ayurveda qui ont été écrits comme un peu des poèmes. Comme en yoga, on a les Yoga Sutras. En Ayurveda, on a un peu la même chose, des textes qui nous donnent un peu toutes les principes et les grandes règles de l'Ayurveda qui ont été codifiés il y a très longtemps et qui sont passés de maître à élève. Donc on a les Rig Veda et les Atharva Veda. Donc terminé pour la petite histoire. Donc alors dans les grands principes qu'il faut connaître de l'Ayurveda, je vais vous donner des mots en sanskrit et je vous les traduirai, pas forcément besoin de les retenir, sauf si ça vous intéresse. Alors je vous passe les détails de la cosmologie qui entoure l'Ayurveda. En tout cas, un mot important, c'est Purusha. Purusha en Ayurveda, et on le retrouve aussi en yoga, donc ça vient du Samkhya, donc une des 6 philosophies indiennes. Purusha veut dire l'intelligence universelle, la conscience pure. Donc ça vient de la philosophie du Samkhya. Purusha, l'intelligence universelle. Donc c'est ce qui est au-dessus de nous, ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui existe et ce qui ne change jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors que Prakriti, c'est en fait quelque chose qui change tout le temps. En fait, c'est quelque chose qui est particulier à chaque personne. C'est notre équilibre physiologique. Donc, on l'a depuis la naissance, voire même depuis la conception. Donc, c'est notre dosha. Notre morphologie, c'est en fait là, depuis notre conception jusqu'à la fin de notre vie. Et ça va déterminer tout un tas de choses qui vont nous amener justement à ces équilibres et ces déséquilibres qu'on regarde toujours d'une manière très importante en Ayurveda, qu'on appelle Vikriti. Alors Vikriti, c'est tout ce qui est le déséquilibre. Donc on a le Prakriti qui est en fait l'équilibre et le Vikriti qui est le déséquilibre. Donc ça signifie un peu comme s'écarter de la nature de nous-mêmes. Donc c'est le contraire. Prakriti, Vikriti. Et l'homéostasie, c'est en fait la base naturelle de notre corps. Donc ça, c'est pas un mot sanskrit. Donc en fait, c'est comme si on avait un thermostat à l'intérieur et que tous les déséquilibres, ça serait comme si on s'éloignait de notre thermostat, aussi bien en plus élevé ou en plus bas. Et c'est là où on risque d'être malade. Donc c'est dans le déséquilibre par rapport à cette homéostasie qu'on devient, qu'on risque la pathologie. Maintenant, ce que je vais vous rappeler un petit peu, certains d'entre vous, ceux qui me suivent depuis, ceux qui viennent à mes cours, on travaille beaucoup sur les éléments. Les chakras, les éléments, c'est beaucoup lié, en tout cas pour les éléments, donc il y en a 5. Ce qu'on appelle en sanskrit les mahabhutas, les éléments grossiers.
Alors, chaque élément a des composantes ou une nature spécifique. Donc si on prend la terre, l'élément le plus lourd, le plus grossier, je dirais, il est froid, sec, lourd, rugueux, solide, statique, terne, dur. Tout ça, ça vous donne un peu une idée donc de la composante de la terre quand vous pensez à la terre, n'est-ce pas? Tout ça, vous allez voir, ça a tout va prendre sens à la fin et vous allez vous rendre compte que, effectivement, ça peut pas être autrement. Ensuite, il y a l'élément de l'eau. Alors, imaginez un peu les caractéristiques de l'eau. On a le froid, l'humidité, la lourdeur. C'est aussi un élément des plus grossiers. C'est liquide. Ça peut être statique, c'est terne, c'est doux et c'est lisse. Maintenant, le troisième élément, c'est le feu. Alors, qu'est-ce qu'il est? Le feu, au contraire de la terre et de l'eau, le feu est chaud. Le feu est sec, il est léger, c'est un élément plus subtil. Il est mobile, il est raffiné. On dit ça contrairement à la terre et à l'eau qui sont plutôt durs. Le feu est aussi dur, mais d'une autre manière. Et le feu est clair. Alors maintenant, l'air, on vient à des éléments plus subtils. On s'imagine vraiment décoller un peu du sol. Donc l'air est aussi froid. Il est sec, il est léger. Ça se rapproche aussi des éléments caractéristiques du feu. Il est subtil et mobile, il est raffiné, il est dur et clair. Ensuite, on en vient à l'éther. Donc l'éther, c'est l'espace qui nous entoure. Qu'est-ce que vous ressentez comme pourraient être les caractéristiques de l'éther? L'éther aussi est froid. L'éther est sec. Il est léger, pardon. Il est subtil. C'est l'élément le plus subtil, contraire totalement à l'élément de la terre. Il est très mobile. Il bouge, l'air bouge autour de nous. Il est lisse et clair. Et imaginez un peu que l'éther, l'espace, recueille à l'intérieur les 4 autres éléments. Ça, c'est important aussi pour comprendre comment fonctionnent ces éléments et la relation de ces éléments entre eux. Donc maintenant, on va découvrir un peu ce que sont les doshas. Donc si vous prenez les éléments, alors les doshas vont être en relation à ces éléments. Donc en fait, c'est l'humeur corporelle. Le dosha en sanskrit, ça veut dire l'humeur corporelle. C'est le centre bioénergétique. Donc c'est vraiment la base de l'Ayurveda, encore une fois. Chaque personne naît avec une composition corporelle, comme je disais tout à l'heure, depuis quasiment la conception jusqu'à la mort. Il y a 3 doshas, les 3 doshas, et après il y a des combinaisons avec ces 3 doshas. Pas forcément le premier, mais il y en existe 3, donc Vata, Pitta et Kapha. Alors on pense que ces énergies, ces 3 doshas en fait sont présents en nous, mais il va y avoir des tendances plus ou moins importantes de l'un ou de l'autre, ou de 2 à la fois, ou des 3 à la fois. On peut imaginer, donc il y a des compositions de doshas, il peut y en avoir 2, par exemple Vata Pitta, Vata Kapha, ou Pitta Kapha et Pitta Vata. Quand une personne a 2 doshas dominants, il peut quand même y en avoir un qui est un peu plus au-dessus que l'autre. Et donc on a des compositions à 2 doshas et des compositions à 3 doshas. Les personnes qui sont des 3 doshas, on les appelle des tridoshiques. Alors ce sera les personnes qui auront, vous pouvez vous imaginer, le plus de mal à garder l'équilibre, parce qu'il va falloir jongler un peu avec les 5 éléments. Alors que les personnes qui auront un dosha dominant devront toujours faire attention bien sûr aux autres éléments, mais pourront se concentrer particulièrement à 2 éléments.
Le dosha Vata va correspondre à l'air et à l'éther. Le dosha Pitta va correspondre au feu et à l'eau. Et le dosha Kapha à la terre et à l'eau. Donc ça vous donne une idée un peu des éléments grossiers, des éléments subtils qui existent dans ces 3 compositions. Alors pour vous donner aussi, chaque dosha va correspondre à des caractéristiques physiques particulières qu'on peut déjà imaginer peut-être, si vous arrivez à visualiser la correspondance avec les éléments. Donc par exemple, dans le Vata, on aura beaucoup de lumière. Ce sera une personne qui sera de constitution mince, soit très grande, soit petite. Ce sera une personne qui aura la peau plutôt sèche, les cheveux foncés et très souvent plutôt frisés. Ce sera une personne avec des lèvres fines, qui sera donc facilement épuisée, rapidement, qui va réagir de façon intellectuelle plus rapide, mais qui va être facilement distraite. Ce sera une personne qui va par exemple aussi oublier facilement. Et une personne qui est plutôt dans les difficultés mentales. C'est-à-dire qu'il va avoir plutôt une tendance au stress, à la dépression, à l'anxiété. Donc voilà un peu ce qu'on cherche, ce qu'on va trouver chez les Vata et ce qu'on va pouvoir déterminer. Alors ça, c'est quelques caractéristiques physiques et mentales. Alors, quand vous voulez faire un test des doshas, on retrouve 3 grands ensembles, les caractéristiques physiques, physiologiques et psychologiques pour déterminer les doshas. Alors, dans la personne qui est Pitta, on va retrouver quelqu'un qui est plutôt chaud au toucher, qui a facilement la peau rougissante, qui a des taches de rousseur, qui est sensible au soleil, qui a des cheveux normaux à fin, une tendance à grisonner prématurément ou à perdre des cheveux prématurément, avoir des lèvres moyennes, rouges ou roses, avoir une constitution physique assez moyenne mais assez bien construite, une force et une endurance moyenne. Alors que vous voyez, pour les Vata, on aurait une personne qui se fatigue assez rapidement. C'est une personne donc les Pitta, qui ont faim et soif de manière assez aiguë et assez régulière. Alors que les Vata, non. Les Vata ont un appétit assez changeant. C'est une personne, les Pitta, qui n'aiment pas le chaud. Donc, faut pas les mettre au soleil trop longtemps. Ils n'aiment pas l'été. Ils n'aiment pas trop de chauffage. Alors, c'est une personne qui va être la plupart du temps, ce sont des leaders, les Pitta. Ce sont des personnes qui parlent avec précision, qui sont très focalisées, très directes et qui ont plutôt tendance à la colère. Alors que chez les Vata, on aura plutôt tendance à la peur, l'anxiété. Les Pitta seront plutôt colériques. Alors chez les Kapha, maintenant, on aura des personnes qui seront plutôt de construction massive, puissante. Des personnes qui ont plutôt une tendance à l'obésité, qui ont beaucoup de force et d'endurance, qui ont beaucoup d'énergie. Mais qui malheureusement n'ont pas toujours la tendance à vouloir l'utiliser, cette énergie. Ce sont des personnes qui ont une peau assez grasse et épaisse, mais une peau belle, une espèce de lumière, une espèce de luminosité dans la peau. Ce sont donc des corps assez voluptueux pour les femmes, des belles formes. Ce sont des gens qui marchent assez lentement. On fait référence un peu à la marche de l'éléphant.
Alors, ce sont des gens qui sont vraiment tranquilles, qui sont apaisés, qui sont plutôt à avoir un entourage assez rapproché, ne pas sortir de leur zone de confort, être plutôt casanier. Ne pas aller chercher au-delà de ce qu'ils ont besoin dans l'immédiat. Ce sont des personnes aussi qui ont des cheveux assez épais et donc je disais, ce sont des personnes qui prennent du poids assez facilement, qui ont du mal à le perdre. Alors que chez les Pitta, sont plutôt des personnes qui peuvent prendre du poids mais qui le perdent assez facilement. Et chez les Vata, on aura plutôt des personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids et qui ont plutôt tendance à en perdre. Donc voilà un peu les grandes caractéristiques des personnes Vata, Pitta et Kapha. Si ça vous intéresse de connaître votre constitution, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des questionnaires qui sont assez bien faits en français et qui vous donnent un résultat assez fiable. Donc voilà. Alors maintenant, si on veut regarder qu'est-ce qu'on fait quand on sait sa constitution doshique, comment est-ce qu'on va arriver à comprendre? Alors, bien sûr, la constitution doshique, comme je disais, ça sera depuis votre conception jusqu'à votre mort. Donc, si vous voulez, si vous faites un test des doshas, faut pas vous fier à répondre sur votre situation, votre ressenti au jour où vous le faites. Vous pouvez par exemple avoir une tendance à prendre du poids ces dernières années, penser que vous êtes Kapha alors que vous êtes Pitta ou Vata. Donc faites vraiment voir sur la durée, dans toute votre vie, depuis que vous êtes, je dirais plutôt vers l'âge adulte, vers la fin de l'adolescence, pour avoir des bonnes tendances, pour vraiment comprendre. Mais il peut y avoir aussi certains signes dans l'adolescence qui montrent la tendance que vous allez poursuivre et que vous allez vraiment garder pour le reste de votre vie. Mais les personnes qui ont des pathologies dans l'enfance, ça sera peut-être un peu plus difficile à comprendre d'où viennent les dérèglements. Il peut y avoir d'autres influences bien sûr, mais on va toujours essayer de chercher dans toute la vie. Alors on peut déterminer les doshas chez les enfants et il peut y avoir aussi des croisés par rapport aux parents. Des parents, un parent Vata, un autre Pitta, qui donneront des enfants qui sont à une tendance Pitta Kapha ou Pitta Vata. Donc il n'y a pas vraiment de transmission totale du parent à l'enfant. Et donc on peut déterminer les doshas aussi par des questionnaires chez les enfants ou par l'observation. Et alors ce qui existe aussi en Ayurveda, il n'y a pas seulement les tests donc écrits, mais il y a aussi la prise du pouls. Alors le pouls chez un Vata, un Pitta ou un Kapha ne sera pas le même. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails ici. Alors ça demande des années de pratique pour qu'un praticien en Ayurveda puisse déterminer par le pouls le dosha d'une personne. C'est, je pense, plus fiable de commencer par un test et ensuite de vérifier par la prise du pouls. Alors, ce qu'on essaye de voir un peu en Ayurveda, on commence, disons, par observer un peu les déséquilibres. Lorsqu'une personne est d'une composition corporelle particulière, on va déterminer si à un instant particulier, la personne a des déséquilibres. Ça peut bien sûr venir de pathologies particulières. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose derrière. Quand une personne vient me voir, qu'elle me confie un problème particulier, qui soit physique, physiologique ou psychologique, je vais essayer de déterminer de où vient ce déséquilibre. Déséquilibre dans les éléments dans le corps. Une personne Vata peut avoir un déséquilibre Pitta. Une personne Pitta peut avoir un déséquilibre de l'un ou de l'autre des doshas. Donc c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut regarder les choses. Alors sans rentrer dans trop de complications, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ayurveda, on va
tout d'abord pour revenir dans un certain équilibre et de regarder un peu comment les changements dans la routine quotidienne vont avoir une influence sur des déséquilibres constatés, on va mettre en œuvre une routine quotidienne. Donc là, par exemple, je vais vous donner quelques exemples de routines quotidiennes. Alors, si on veut vraiment qu'une personne commence à changer totalement sa routine, il est préférable d'y aller tout doucement et surtout d'avoir beaucoup de patience pour observer les changements au minimum sur 3 mois. Donc, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas d'une semaine à l'autre, c'est vraiment dans la durée. Donc, ce qui est recommandé en Ayurveda quand on veut vraiment changer des routines qui sont en fait toxiques, on va mettre en place un journal quotidien pour vraiment suivre les changements. Donc, par exemple, en Ayurveda, on va de toute façon toujours recommander un lever et un coucher à des horaires qui sont identiques. Ou en tout cas on essaye des horaires identiques tous les jours. Bien sûr, il peut y avoir un jour ou deux par-ci par-là où on va rater sa routine de lever ou de coucher, mais en tout cas l'idée c'est vraiment d'avoir un sommeil avec un sommeil réparateur déjà. Si vous voulez voir un peu les conseils sur le sommeil, sur les problèmes d'insomnie, il y a une première vidéo d'un atelier que j'ai fait au mois de janvier. Donc vous pouvez aller voir. Mais donc on va essayer toujours de regarder un peu les habitudes de sommeil. Et pour vous donner une idée sur le Vata est quelqu'un qui va avoir des soucis d'un sommeil léger. Donc on va faire en sorte que le Vata ait un minimum de 8 heures de sommeil. 10 heures du soir, 6 heures du matin. Donc on va toujours essayer de regarder au dosha. Et si on regarde au Pitta qui a moins besoin d'heures de sommeil, on va lui conseiller de regarder en fonction de son énergie dans la journée et de faire au moins 7 heures de sommeil par nuit. Et ensuite ajuster si c'est trop ou si c'est pas assez. Par contre, le Kapha est une personne qui a tendance à dormir trop. Donc il va facilement dormir 10 heures par nuit. Et ça, c'est pas bon, parce que ça entraîne plus de léthargie dans la journée. Donc on a besoin pour le Kapha de le forcer à avoir ses 8 ou maximum 9 heures par nuit, pas plus. Donc voilà, ça c'est des routines qu'il faut connaître au niveau du sommeil. Ensuite, on va conseiller à chaque dosha quelles sont les routines qui vont suivre lorsqu'on se lève. Donc il y aura une routine du matin et une routine du soir. Donc par exemple, par contre, il y a des routines qui peuvent marcher pour les 3 doshas. Se mettre de l'eau fraîche sur le visage, se gratter la langue pour enlever les impuretés de la nuit. Si vous sentez que vous en avez le besoin, vous pouvez aussi faire des bains de bouche à l'huile de sésame. Donc vous gardez l'huile de sésame dans la bouche pendant quelques minutes et ensuite vous le recrachez et ensuite vous buvez quelque chose de frais. Alors il y aura aussi par exemple pour les Vata et les Kapha, ils pourront mettre un jus de citron dans un verre d'eau, un demi-citron ou 2 cuillères de jus de citron dans un verre d'eau pour faciliter le transit intestinal. Car ce sont des doshas qui ont des petits soucis de transit intestinal par exemple ou des petits soucis de digestion. Ensuite on fera peut-être un massage du visage, donc ça aussi ça va dépendre de votre dosha. On fera des exercices de respiration qui sont très bons pour les Kapha, pour les réveiller le matin, qui sont bons pour les Vata, pour leur permettre d'évacuer les pensées du matin, les pensées un peu agitées du matin. Vous allez peut-être aussi faire quelques poses de yoga pour dynamiser le corps.
faire de la méditation, si par exemple pour les kaphas, si vous en avez besoin, pour dire de rafraîchir un peu le corps, peut-être par des observations de respiration. Pour les pittas, ce sera plutôt des personnes qui auront besoin de travailler sur leur colère, leur tendance à la colère. Donc là, on leur dira faire des respirations calmantes, même le matin. Ensuite, on va faire un petit déjeuner qui va correspondre à ses besoins alimentaires. Donc ça aussi, ça va changer en fonction des doshas. Et alors maintenant, donc tout ça, toutes ces routines, il y en a qui marchent pour les trois, il y en a qui marchent pour un vata, un dosha particulier. Donc vraiment, c'est besoin de discuter avec un praticien en Ayurveda pour vraiment vous conseiller et pas partir sur tout et n'importe quoi. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver plein de choses différentes qui ne vont pas forcément marcher pour vous parce que ça ne correspond pas à votre dosha. Donc c'est vraiment pour soit calmer le mental, dynamiser le mental, dynamiser le corps, ou c'est vraiment en fonction de votre ressenti quand vous allez vous lever le matin. Et ça peut aussi être différent d'un jour à un autre. Par exemple, vous êtes un peu morose, vous allez faire une pratique qui sera différente d'un jour où vous sentez la pêche à fond le matin. Vous n'allez pas faire la même chose, ça ne va pas du tout avoir les mêmes effets. Donc là aussi, il faut vraiment se méfier et il faut se connaître soi-même. Le principe en Ayurveda, c'est de toute façon de commencer par là, se connaître soi-même. Ouais. Alors ensuite, on pourra, dans la routine du soir, par exemple, j'en ai aussi pas mal parlé dans la vidéo sur l'insomnie, c'est vraiment se créer une routine qui vous permet de vraiment faire une phase de décompression pour bien dormir. Quel que soit le dosha, là il y aura aussi des aménagements en fonction des doshas, mais de toute façon, vous n'allez pas rentrer chez vous, sauter sur votre canapé encore une fois, vous allez vous retrouver et ensuite partir vous coucher en ayant mangé à la va-vite et puis en vous couchant avec le ventre plein. Voilà, il y a des petites choses forcément que vous allez comprendre qu'il faut éviter de toute façon. Ensuite, bien sûr, il y a des pratiques de certaines poses de yoga, des pratiques de pranayama, de respiration, des pratiques de méditation qui vont aider et qui seront aussi différentes en fonction de votre dosha. Et la durée aussi pourra être différente en fonction de votre dosha. Une personne kapha n'aura pas besoin d'1h30 de relaxation avant d'aller se coucher. Une personne kapha peut se mettre dans son lit et tomber complètement endormie en quelques minutes. Sauf que si cette personne kapha a des déséquilibres, alors là on fera autrement. Une personne vata, c'est pareil. S'il y a des déséquilibres, on va ajuster. S'il n'y a pas de déséquilibre, la personne vata aura quand même tendance à aller se coucher puis à ruminer un petit peu. C'est les personnes qui vont repenser à leur journée, à tout ce qui s'est passé, et puis qui vont ruminer, et puis qui vont avoir du mal à s'endormir. Donc là, on préférera leur faire une méditation ou des exercices de respiration pour calmer et rentrer dans un sommeil qui va être réparateur. Pour les personnes pitta aussi, personnes pitta qui auront eu tendance à partir dans leur journée à 100 à l'heure vont avoir besoin de se calmer pour rentrer dans leur sommeil. Alors, ce qu'on va voir aussi ici, donc ce qu'on peut, vous allez certainement vous reconnaître, il y a des personnes qui font un certain nombre de sports, qui essayent plusieurs sports et qui se rendent compte qu'il n'y a rien qui va, et qui vont un jour trouver le sport qui va leur faire du bien. Et c'est exactement comme ça que ça marche aussi, et vous allez pouvoir faire la relation avec votre dosha dès que vous l'aurez découvert. Vous n'allez jamais, la plupart du temps, jamais faire sortir un vata pour faire du sport en plein hiver à l'extérieur. Et vous retrouverez très peu souvent des kaphas qui vont vouloir aller aussi faire du sport sans qu'on les pousse dehors de leur canapé en plein hiver.
Par contre, un Pitta, c'est celui-là que vous allez voir courir, faire du vélo, prendre sa bicyclette, sauter dans la piscine à n'importe quel temps, sauf en été. Le Pitta, vous ne le verrez pas courir en été sous le soleil. Ça va pas lui aller du tout. Et s'il le fait quand même, il va s'en vouloir juste après. Alors donc, il y a des sports qui sont plus particuliers pour les Vata, les Pitta et les Kapha. Sport tout mélangé. Je parle pas seulement ici du yoga, bien sûr le yoga, mais ça va être des pratiques différentes et on va le voir aussi. Alors le Vata, il a besoin d'exercice et c'est certainement au Vata que va le mieux le yoga, qui va pouvoir moduler en fonction de ses besoins. Un yoga doux, un yoga tranquille, un yoga un peu dynamique, et il va savoir faire du yoga un peu plus dynamique, genre du vinyasa, mais il va avoir besoin d'une phase de transition à la fin pour relâcher, calmer le corps. Le Vata va aimer aussi la marche facile, marche sur terrain plat, marche quand il fait pas trop chaud, pas trop froid. Le Vata, il aime bien aussi le vélo, tranquille, la danse. En fait, le Vata a besoin d'activités qui vont l'équilibrer, qui vont lui donner de la force, parce que le Vata est quelqu'un qui est assez mince, qui a donc peu de force musculaire, donc il ne faut pas le pousser à fond, il va tomber comme une mouche et il va avoir du mal à se relever. Donc en hiver, les Vata, on les met dans une salle et on leur fait faire du yoga, ou on leur fait faire des pratiques tranquilles, douces, et on va protéger le Vata des éléments forts, donc le vent, la pluie, le froid. Tout ça, on va les protéger de ces éléments qui vont les agresser. Alors, par contre, le Pitta, c'est, je dirais, quasiment à l'opposé du Vata. Le Pitta, il a besoin de se dépenser. Il a besoin de courir, il a besoin... Alors, les sports que le Pitta aime beaucoup, c'est le sport en extérieur. Le ski, la randonnée, l'alpinisme. Alors, les sports plutôt compétitifs. Par contre, il faut aussi se méfier dans les sports de compétition. Le Pitta va avoir tendance à en faire plus qu'il ne faut, parce que c'est sa tendance naturelle à vouloir toujours gagner, à être le plus fort, donc il faut se méfier au niveau de ça. Et le Pitta, qui aime bien le froid, donc comme je disais tout à l'heure, va vouloir aller dehors et passer beaucoup de temps dehors, sortir. Il apprécie le froid parce que il est composé de feu. Donc l'un des sports les plus intéressants pour le Pitta, c'est la natation. C'est quand même assez idéal pour le Pitta. Le Pitta aime aussi le Vinyasa, le yoga Ashtanga, qui sont des variations de yoga qui sont bien dynamiques, mais il faut aussi se méfier. Alors quand le Pitta va trop loin, il risque les blessures, donc il faut quand même se méfier. Alors maintenant, le Kapha. Donc le Kapha est quelqu'un qui a beaucoup d'endurance, mais qu'il va falloir un peu tirer de son canapé. J'adore l'image du canapé ou du lit. Le Kapha est plutôt dans la lourdeur, la léthargie, la lenteur. Mais quand on l'a mis dehors, là il va pouvoir rester à marcher, à courir à son rythme, mais de manière assez longue. Donc le Vata aime la course de fond, il aime la danse, le football, l'aviron, il aime des sports aussi d'extérieur, mais encore une fois, il faut le pousser. Les sports qui vont être bons pour le Kapha, c'est les sports qui font transpirer, pour sortir, éliminer l'eau qu'il y a dans le corps. Donc le Kapha qui est l'eau et la terre, donc on a besoin de le pousser et ensuite il a besoin de transpirer. Donc c'est un grand défi, mais dès qu'on le motive, le Kapha il est parti
et c'est bon, il a plein de force et il peut partir très loin. Alors maintenant, dans tout ça, on en vient au goût. L'Ayurveda et l'alimentation en Ayurveda sont basés sur 6 goûts. Donc on va un peu revenir, disons, en arrière avec les éléments. Imaginez que les goûts sont liés aux éléments. Et là, parfois, c'est un peu compliqué. C'est là où, quand on commence à faire de l'alimentation ayurvédique, il faut au départ beaucoup réfléchir sur l'alimentation, sur l'influence des éléments. Donc on a les 5 éléments, les 3 doshas qui sont composés de ces éléments, et on a les goûts. Donc on va essayer de lier ces 3, les goûts liés aux éléments, les doshas liés aux éléments. Donc si vous pouvez essayer de visualiser que les goûts sont liés aux doshas. Donc dès que vous voyez par exemple un goût composé d'un élément, va avoir une influence sur un dosha. Ouais, c'est un peu ça qui forme toute la base de l'Ayurveda. Donc c'est pas seulement les goûts dans l'alimentation en soi, mais ça va être dans tout ce qui est les herbes, dans tout ce qui est les compositions des remèdes ayurvédiques qui sont basés sur des herbes, des feuilles, des racines qui sont aussi liées aux 5 éléments. Donc ça paraît complètement fou au départ. Et moi, la première fois que j'ai fait une formation en Ayurveda, j'étais totalement perdue. Totalement perdue. Il m'a fallu des années pour expérimenter des choses, pour observer et pour vraiment comprendre l'influence de ces éléments, de ces goûts sur les doshas. Ouais, donc pas de panique si vous n'y comprenez rien aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, vous allez voir, c'est une petite graine que vous plantez et qui va pousser. Alors quels sont ces goûts? Donc je disais il y en a 6. Le goût sucré, le goût aigre, le goût salé, le piquant, le amer et l'astringent. Alors si on reprend ces 6 goûts, dans le premier, dans le sucré, on y mettra le riz, le pain, le miel, le lait, tous les légumineux, les lentilles, les haricots et tout ça. Donc on ne parle pas de confiserie en soi, bien sûr. Dans les goûts aigres, ou ce qu'on appelle aussi acides, on aura bien sûr le citron, le vinaigre, les yaourts, les fromages, les tomates, les raisins, les prunes, certains autres, bien sûr, c'est pas des listes exhaustives, ce que je vous donne là. Alors dans le goût salé, on aura bien sûr le sel, mais toutes les sauces, par exemple soja, les cornichons et certains autres comme tout ce qui est un peu fermenté. Ensuite, dans les goûts piquants, on aura le gingembre, le cumin, le poivre noir, la cannelle, le piment de Cayenne, les piments en général, les radis, les oignons, l'ail. Dans les goûts amers, on a des légumes à feuilles, par exemple, feuilles vertes, le curcuma, le fenugrec, le citron, l'orange, le chocolat noir, les olives. Donc il y a alors vous voyez un peu, j'en ai qui reviennent dans 2 goûts particuliers. Il peut y avoir aussi des aliments qui se retrouvent dans 2 goûts particuliers. Et le dernier, c'est le goût astringent. Par exemple, les haricots, les lentilles, les pommes, les poires, les choux, les brocolis, les choux-fleurs, les pommes de terre, enfin bref. Alors si vous êtes intéressé, j'ai des tableaux alimentaires avec, j'imagine et j'espère, 99% des aliments qu'on ingurgite tous les jours qui sont dans ces tableaux avec le goût qui leur correspond.
Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message, je vous enverrai ces tableaux alimentaires. Vous en retrouvez sur internet, c'est pas forcément des listes exhaustives. Les miennes de liste, ça fait quelques années que je les compose, donc dès que je retrouve un aliment particulier, je l'ajoute à la liste et je fais des recherches sur cet aliment pour voir un peu les composantes ayurvédiques, les bienfaits, les goûts, comment ça peut être cuisiné. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je reviens un peu. Donc on va voir un peu. Chaque goût correspond à un voire deux éléments, plutôt souvent deux, vont correspondre à une énergie particulière. On en a un peu parlé quand on a décrit dans les éléments les énergies chaud ou froid qui sont associées à ces éléments. Et les doshas qui vont y correspondre. Dosha donc qui va augmenter ou baisser. Alors, si vous êtes intéressé par ce tableau, encore une fois, envoyez-moi un message, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Donc, si vous prenez par exemple le goût sucré, essayez de vous imaginer le goût sucré dans la bouche et essayez de voir un peu à quoi ça correspond quand vous le mettez en bouche. Essayez d'imaginer l'élément de la terre et l'élément de l'eau. Ça peut vous faire, par exemple, saliver. Ouais. Le sucre, ça peut vous faire penser à quelque chose de lourd, donc la terre. Voilà. L'énergie, ça ce sera une énergie froide. Si on regarde terre et eau, c'est froid. Alors, comment est-ce que cette énergie froide va influencer les doshas? Imaginez le vata qui est composé de l'air et les terres. C'est froid déjà. Donc si vous mettez un goût sucré dans un vata, ça va faire baisser son vata. La terre et l'eau. C'est parce que c'est composé de terre et d'eau que le vata va baisser. Puisque le vata est composé d'air et d'éther. Voyez un peu. Éléments grossiers, éléments subtils. Pour le pitta, si vous lui donnez du sucre, le pitta c'est un peu plus subtil, donc c'est du feu et de l'eau. Comme il y a de la terre, le vata va baisser. Donc si vous donnez un élément sucré à un pitta ou un vata, ça va les calmer. Ouais. Maintenant, donnez un élément sucré à un kapha. Imaginez un peu, la terre et l'eau. Le kapha est donc composé de terre et d'eau. Ça va augmenter son kapha, c'est-à-dire il va se sentir plus lourd, plus léthargique. Donc c'est pas bon pour le kapha de manger du sucre, tout simplement. Vous voyez comme c'est finalement très logique. Alors on va essayer de faire ça pour les 6. Mais je vais essayer de faire ça un peu plus rapidement. Et si vous êtes intéressé, je peux en reparler avec vous pour essayer vraiment de vous aider à comprendre ce fonctionnement. Le goût salé est composé de feu et d'eau. Donc c'est plutôt chaud. Alors si vous donnez du goût salé à un vata qui a souvent froid, c'est du feu. Donc le vata, il va baisser. Si vous donnez du chaud, du salé à un pitta, le pitta il va augmenter. Donc le pitta risque d'être plus colérique, partir dans des tendances déséquilibrées. Par contre, si vous donnez du salé à un kapha, c'est du feu et de l'eau, il y a quand même de l'eau dedans, ça va alourdir le kapha. Donc les deux choses qu'il faut éviter pour les kaphas, sucré-salé. Si on veut rééquilibrer un kapha. L'acide ou l'aigre. L'acide et l'aigre, c'est composé des éléments de la terre et du feu. Donc c'est plutôt chaud. Donc encore une fois ici, ça sera bon pour le vata. S'il a trop de vata, on veut baisser son vata. On veut le ramener sur terre, le vata. Alors que le kapha, ça va augmenter le kapha. Donc il va retomber encore.
C'est pas bon pour un vata de prendre quelque chose qui va l'alourdir. Parce que le kapha, parfois je me mélange dans les vata pitta kapha, désolée. Donc parce que le kapha est composé de terre, c'est quand je parle trop vite. Parce que le kapha est composé de terre, si vous lui donnez de l'acide, ça va être trop lourd. On passe au piquant. Le piquant, là, il est bon pour le vata. Donc pitta, par contre, il va être mauvais pour le pitta. Parce que le pitta est composé de feu, si vous lui donnez du piquant, ça va augmenter le feu intérieur. Donc ça va le mettre en déséquilibre. Ça va augmenter sa colère, sa rage, il va avoir plus d'énergie, il va partir comme un boulet de canon. Donc il faut éviter de donner du piquant à un pitta. Par contre, donner du piquant à un kapha, c'est bon. Parce que ça va, voilà, le feu va agir sur son eau et sa terre. Donc ça va alléger la terre et l'eau du kapha. Donc c'est bon le piquant. Et comme souvent le kapha a tendance à avoir des problèmes digestifs, ça va aussi améliorer sa digestion. Maintenant on passe à l'amer. L'amer est composé d'air et d'éther. Donc vous voyez un peu encore une fois, le vata est aussi composé d'air et d'éther. Donc si vous donnez de l'amer au vata, ça va augmenter son vata. Donc ça risque de lui provoquer, beaucoup de préoccupations, provoquer beaucoup d'agitation dans le mental. Pas bon. Par contre, ça va marcher pour le pitta. L'amer, il est bon pour le pitta, mais il n'est pas non plus bon pour le kapha. L'astringent, le dernier, c'est de l'air et de la terre. Donc là, en fait, on est plutôt... donc si on prend le vata, ça va quand même avoir tendance à augmenter le vata parce qu'il y a de l'air. Par contre, ça va baisser pour le pitta et le kapha. Parce que c'est froid et que tous les deux ont besoin soit de l'air, soit de la terre. Donc ça va baisser le pitta et le kapha. Vous êtes certainement complètement confus avec tout ça, mais prenez le temps et je vais mettre aussi ce tableau de toute façon dans la vidéo et vous allez pouvoir regarder ça de plus près, réfléchir un petit peu et vous allez voir à quel point c'est complètement logique. Alors on va essayer de revoir un peu tout ça pour, je dirais, condenser par rapport aux 3 doshas. Dans le vata, ce qui réduit le vata, ce sera le salé, le sucré et l'acide. Donc si vous avez une tendance vata et vous sentez que vous êtes déséquilibré en vata, trop de vata, prenez un de ces 3 ou les 3, salé, acide et sucré. Alors par contre, ce qui aggrave le vata, ce sera l'amer, l'acre ou piquant et l'astringent. Pour le pitta, on aura ce qui réduit le pitta, ce sera l'amer, le sucré et l'astringent. Et ce qui l'augmente, ce qui l'aggrave, ce sera le piquant, l'acide et le salé. Pour un kapha, on aura pour ce qui réduit le kapha, ce sera l'acre, l'astringent et l'amer. Et pour l'aggravation, ce qui aggrave, on aura le sucré, le salé et l'acide. Alors, ce qu'on essaye de voir aussi en Ayurveda, non seulement quand on a des déséquilibres, on essaye d'avoir un régime qui est alimentaire, qui est associé à son dosha. Donc si on a une tendance à avoir, si on est kapha par exemple, à avoir un kapha trop élevé, on va avoir un régime alimentaire pour réduire kapha. Pareil pour les pitta, pareil pour les vata. Mais par exemple, on peut avoir quelqu'un qui est double dosha. Et là, ce sera, ou triple dosha, encore pire. Là, ce sera vraiment, faudra essayer plusieurs choses. Donc, c'est pas en un jour, encore une fois, ou en quelques jours que ça va changer.
il faut faire attention à ce qu'on va cuisiner, comment on va le cuisiner, et il y a aussi dans certains aliments des façons de les cuisiner qui vont avoir des effets allégés si on y ajoute un épice, une herbe, une huile particulière, si on y ajoute certains ingrédients ou si on associe des ingrédients ensemble qui vont avoir un effet sur les deux doshas. Donc c'est vraiment une gymnastique de l'esprit et il faut vraiment comprendre les influences de ces différents goûts sur les doshas. Alors, dans tous les cas, pour les 3 doshas, ce qu'on recommande comme conseil alimentaire sur l'intelligence corporelle, c'est les choses suivantes. Si on sent en fait qu'on est en équilibre, qu'on n'a pas de déséquilibres fondamentaux énormes, alors il est recommandé d'utiliser les 6 goûts. Donc bien sûr, on ne va pas les utiliser dans chaque repas. On va les utiliser peut-être dans le repas du midi, dans le repas du soir, où on va essayer de composer des repas qui sont le plus possible proches des 6 goûts. Et donc ça va bien sûr favoriser l'équilibre. Ensuite, on va toujours recommander de manger calmement, dans une ambiance relaxante et sereine. On évite de manger dans une atmosphère, anxiogène, dans un lieu public, debout, avec beaucoup de bruit, quand on est en colère, tout ce genre de choses. Sinon, ça va forcément avoir un effet sur votre manière de digérer. On va réduire au maximum les conversations durant les repas, surtout les conversations intenses. Alors, ce qu'on essaye aussi de conseiller, c'est de manger à sa faim. Bien sûr, quand on dit manger à sa faim, on commence à manger, on a l'habitude de se mettre une proportion particulière dans son assiette et on va aller jusqu'à la fin de son assiette. Si le plat est là, on va en reprendre. Et en fait, alors, ce qu'on recommande aussi, c'est de manger les goûts sucrés au début. Alors, ce que moi-même j'ai déjà entendu quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda, c'est faut manger du sucré 1 heure avant le repas. Manger des fruits, manger votre dessert 1 heure avant le repas. C'est totalement faux. N'écoutez pas ce genre de choses, c'est totalement faux. Ce qu'on veut dire quand on dit manger du sucré avant le repas, c'est pas vraiment avant le repas, c'est au début du repas. Donc les goûts sucrés, comme on a dit, par exemple le riz, par exemple tous ces aliments qui vont avoir une influence sur la satiété. Donc on en a parlé, les légumineux, toutes ces choses-là qui vont finalement descendre dans l'estomac et avoir une réaction assez rapide sur le sentiment de satiété. Donc forcément on va manger moins et on va ne pas en reprendre par exemple. Si vous mangez les choses plus légères d'abord, vous allez forcément manger plus. Donc on revient à l'idée de manger à sa faim, ça veut dire on doit sortir de table avec l'impression de ne pas avoir complètement rempli son estomac. Imaginez que votre estomac c'est la proportion de ce que vous pouvez mettre dans vos 2 mains en coupelle. C'est ce que le moine récolte quand il va aux offrandes. Ouais. Et donc, imaginez votre assiette. Si vous ne savez pas vous limiter et que vous remplissez votre assiette et que vous allez jusqu'au bout de votre assiette, c'est peut-être trop. Moi, j'ai aussi l'envie de dire, changez la taille de vos assiettes. Au lieu de prendre des assiettes trop grandes, ce qu'on a tendance à faire, et ce que les magasins nous proposent maintenant, c'est des énormes assiettes, ça ressemble plus à rien. Prenez des assiettes plus petites, genre des assiettes à dessert. D'ailleurs, nos grands-mères, regardez la taille de leurs assiettes. Elles avaient des assiettes plus petites. Et là, voyez un peu la quantité que vous y mettez. Et quand vous ressortirez de table, d'abord vous ne remplissez pas une 2e fois votre assiette. Quand vous sortirez de table, vous aurez l'impression d'avoir encore de la place.
Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, si vous remplissez tellement votre estomac que toutes vos forces vont aller se concentrer sur votre digestion, c'est là où vous avez l'impression de somnoler après le repas. Donc évitez de manger trop. Et lorsque vous arrivez à l'heure du repas suivant, observez si vous avez faim et ne mangez que si vous avez la sensation de faim. Alors essayez de réduire aussi la consommation de boissons et d'aliments froids ou glacés. Alors les boissons avec des glaçons, les glaces, les salades en hiver, voilà, imaginez un peu tout ce qui peut avoir une influence sur votre digestion. Donc ce qu'on dit en fait en Ayurveda, c'est que tous les déséquilibres, et je pense que réellement c'est tout à fait logique, tous les déséquilibres commencent par le système digestif. Donc si vous avez un système digestif et un transit intestinal qui fonctionne bien, vous n'avez aucune ou presque raison de tomber malade. C'est aussi le système immunitaire quelque part. Donc il faut manger à un rythme confortable et rester conscient du processus. Imaginez qu'à chaque fois que vous prenez une fourchette ou une cuillère, pensez à tout le processus depuis que la graine a été plantée pour que ce que a poussé et vous a donné ce que vous mangez, tout le processus. Là, on le plante, on le cultive, on le transforme, on le transporte, on l'achète, on le cuisine, tout ce processus. Donc, mangez plus lentement. Appréciez chaque bouchée. Imaginez le travail de toute la chaîne alimentaire pour que ça arrive jusqu'à votre bouche. Alors ce qu'on recommande, c'est de boire de l'eau tiède ou alors à température ambiante, mais en ce moment, je trouve que l'eau, même à température ambiante, est assez froide, en tout cas pour moi. Et donc vous pouvez imaginer chauffer un peu l'eau, température pas forcément 90 degrés, même pas 70 degrés, je dirais 50 degrés ou 30 degrés, et boire une eau tiède pour essayer de ne pas bouleverser la digestion et pour vraiment sentir que le processus de digestion soit correct. Et après tout ça, vous avez terminé de manger. Avant de partir débarrasser la table, faire votre vaisselle, ranger tout ça, prenez quelques instants. Restez assis. Alors si vous êtes en conversation, une conversation tranquille. Mais en même temps, essayez d'observer votre digestion. Le mieux, c'est de ne pas parler, de fermer les yeux et d'observer votre digestion pour observer qu'elle se passe correctement. Et si vous avez l'occasion d'aller faire une petite balade, d'aller vous mettre dans un coin tranquille, de faire peut-être une petite pause sur le côté pour améliorer la digestion. Il y a des pauses en yoga qu'on recommande après la digestion qui sont bien sûr pas des pauses où on met la tête à l'envers, mais des pauses où on se relâche, assis sur le sol, les jambes tendues ou les jambes pliées. Je vais vous le montrer d'ailleurs dans la position assise sur les pieds. Et donc là, vous allez sentir qu'en fait, la circulation sanguine va s'arrêter complètement bien sûr, mais se ralentir au niveau des jambes et va se concentrer sur l'abdomen et va favoriser la digestion. Vous pouvez aussi vous mettre sur le côté gauche pour favoriser la digestion. Et puis, si vous vous mettez allongé, essayez de vous mettre avec un coussin sous le dos pour garder le corps légèrement incliné pour pouvoir favoriser la digestion. Ouais. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que j'en ai dit beaucoup trop. Vous allez être complètement confus.
En tout cas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir votre dosha, si vous voulez comprendre un peu plus de comment fonctionne cette alimentation ayurvédique, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Ce sera avec plaisir que je vous donnerai des conseils et je vous orienterai. Et si vous voulez une consultation ayurvédique, n'hésitez pas non plus. Je vous invite à mettre les mains sur le cœur et relâcher la tête légèrement vers l'avant. Et observez votre corps. Observez votre mental. Et revenez à observer les éléments dans votre corps. Et inclinez-vous vers l'avant pour vous remercier vous-même d'avoir écouté cette vidéo et de vous intéresser à votre santé, à votre bien-être et à l'Ayurveda. Namasté!